Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Alors, on a comme trois présidents de trois énergéticiens quand même, EDF, Total Energy et Engie, qui appellent les Français à consommer moins d'énergie. C'était dimanche dans le JDD. Immédiatement, on a compris quand même l'appel, il faut éteindre les lumières, il faut baisser le chauffage. Ça confirme, je me suis dit comme en creux, que la situation doit être excessivement tendue et que potentiellement on peut quand même avoir un problème cet hiver s'il fait froid. Je me trompe ou pas ? Alors, il faut distinguer vraiment le pétrole du gaz naturel. Sur le pétrole, avec les sanctions sur la Russie, on pense que la Russie va produire et exporter à peu près 2 millions de barils de pétrole de moins qu'avant la guerre en Ukraine. Donc 3 millions au lieu de 5. Ils produisent 10, 5 pour la consommation intérieure, 5 exportés. Ce 5 exportés va devenir 3. Dans le même temps, il y a quand même des suppléments de production dans le reste de la planète. Il y a pas tant que ça, mais enfin, il y a des investissements supplémentaires dans le pétrole de schiste aux États-Unis. Il y a les pays de l'OPEP qui montent leurs quotas. Alors en réalité, un petit peu moins que les chiffres qu'ils annoncent. Enfin, les spécialistes du marché du pétrole pensent que ce que le monde va produire en plus va à peu près équilibrer ce que la Russie va produire en moins. Donc, en pétrole, a priori, ça Alors, va. le pétrole va rester cher, mais les prix de pétrole ne devraient pas exploser, quoi. On est à $115 sur le baril à peu près aujourd'hui. Disons, là, cette fourchette, autour de ce prix-là, paraît assez raisonnable. Alors, il y en a qui voient beaucoup plus de hausse, mais enfin, honnêtement, on a l'impression que le marché va à peu près s'équilibrer. Alors, sur le gaz, évidemment, c'est très différent. Oui. Parce que quand quand Gazprom ne livre plus l'Europe, la production. C'est le cas, là, aujourd'hui. Alors, c'est pas encore entièrement le cas. J'ai l'impression au dernier chiffre qu'ils ont réduit de 50% leurs exports, mais on va à 100%, quoi, visiblement. Enfin, avec en plus ce qui se passe en Ukraine et les événements récents en Ukraine, je pense que la situation va se durcir. Donc, on va perdre le gaz russe. Ce gaz-là, il est entièrement perdu, parce que si Gazprom n'exporte pas vers l'Europe, ils ne peuvent pas le vendre ailleurs. Il faut un tuyau, quoi, pour vendre. Et il n'y a pas de tuyau pour vendre aux Chinois ou aux Indiens. Donc ce gaz-là est perdu pour le monde. Alors après, on peut aller... Et pour la Russie aussi. Et pour la Russie aussi. Enfin, c'est en équilibre mondial du marché du gaz, c'est une perte sèche, quoi, je veux dire. Ouais. Alors après, évidemment, il y a aussi des investissements supplémentaires dans le GNL, donc pour liquéfier et puis regazifier. Il y a des champs gaziers nouveaux qui sont en train d'être mis en œuvre, un grand champ au Qatar, par exemple. Alors tout ça va prendre du temps. Donc dans 3-4 ans, probablement, on pourra se passer du gaz russe complètement. On l'aura rééquilibré par d'autres fournisseurs. Oui, ma question, Patrick, elle est là, c'est sur cet hiver. Voilà, parce c'est la on question. est en retard sur le niveau de remplissage, voilà, oui. il faut le dire, des réservoirs de mémoire, on est à de gaz. 65% de remplissage à peu près. Il faudrait être à 100%. Un peu moins en France, et un peu moins en France. Et donc, il va y avoir une tension sur le gaz cet hiver. Tension sur les prix ou tension les deux. Pénurie Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas assez de gaz, d'une part, il va être cher, et d'autre part, il n'y a pas assez de gaz, quoi. Je dirais, on aura les deux à la fois. Alors après, évidemment, tout dépend de l'ampleur de la pénurie. La vraie question est de savoir si on peut faire porter tout l'ajustement sur les ménages, donc par exemple en baissant la température des logements, quoi, je dirais, si ça suffit, ou s'il faut aller au point où on va fermer un certain nombre d'usines quand il y aura une tension sur le marché, quoi. Ça, on n'en sait rien, je veux dire, honnêtement. L'idée, quand même, c'est de faire porter l'essentiel de l'ajustement. C'est moins grave pour l'économie d'avoir 1 degré de moins dans les habitations que d'arrêter les usines, quoi, je veux dire, hein. Et donc si la pénurie... Alors en France, par exemple, vous voyez, c'est pas le plus grave. Le gaz russe, ça représente 3% de notre énergie. Enfin, pas du gaz, de notre énergie. Donc c'est pas énorme, quoi, je veux dire. Alors évidemment, vous montez à des niveaux beaucoup plus élevés en Allemagne, en Italie, etc. Donc pour la France, normalement, on devrait pouvoir y arriver simplement en ajustant sur les ménages, quoi, je veux dire, sans avoir besoin d'arrêter l'industrie. Et bien évidemment, il faut que les ménages soient, comme les ménages japonais l'avaient été après Fukushima, il faut que les ménages soient suffisamment sérieux, patriotes, tout ce qu'on veut, pour effectivement baisser la température dans les maisons, enfin, et économiser du gaz. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué dans les pays qui dépendent beaucoup plus du gaz russe, comme les pays d'Europe de l'Est ou l'Espagne, ou l'Allemagne et l'Italie. Est-ce que ça serait la récession assurée si le jour où, encore une fois, où Gazprom et la Russie coupent le robinet du gaz ? Alors en France, non, à nouveau. La différence, c'est un truc assez drôle de comptabilité nationale, mais si vous avez froid chez vous, ça ne réduit pas le PIB.
Par contre, si vous fermez une usine, ça réduit le PIB. Bah oui, ouais. Donc en termes de PIB, si on arrive à faire l'ajustement uniquement sur la température des logements, des bureaux, etc., on n'aura pas moins de PIB. Donc ce n'est pas récessionniste. Après, ça se mélange avec d'autres facteurs, parce que quand on essaie... Il y a cette question qui est centrale, que tout le monde discute partout dans les entreprises, sur les marchés financiers, c'est est-ce qu'on va être en récession en 2023 ? Ouais. Et alors, c'est très intéressant cette question, parce qu'il y a deux théories. Il y a une théorie de ceux qui disent on va être en récession, et ça n'a rien à voir avec les banques centrales, parce qu'on va manquer de matières premières, parce qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat des ménages et les États ne pourront pas les combler jusqu'à la fin des temps. Et donc, on va être en récession et c'est cette récession qui va tuer l'inflation, sans que les banques centrales, ou la BCE ici, aient réellement besoin de s'en occuper. Et puis, il y a la deuxième théorie qui dit non, on va avoir une croissance très molle, mais pas une récession, le chômage va presque pas monter. Et il va donc falloir que ce soit la BCE qui monte les taux d'intérêt, là, pour nous mettre vraiment en récession. Donc la récession, ça sera un enfant de la politique monétaire restrictive. Et alors vous inclinez plutôt que... Moi, je suis plutôt sur le deuxième scénario, mais j'admets que le premier est défendable. Il y a un scénario qui n'est pas défendable, c'est le scénario de la BCE ou même parfois des marchés financiers, qui est de dire on ne monte pas les taux, il n'y a pas de récession et l'inflation s'en va. Alors ça, s'il n'y a pas de récession et qu'on ne monte pas les taux, l'inflation ne va pas s'en aller. Mais il y a deux scénarios défendables. C'est il y a une récession, mais elle vient de mécanismes économiques qui ne sont pas les taux d'intérêt. Et par exemple, celui que vous mentionnez, on a des gros problèmes d'approvisionnement sur des matières premières. Et puis les ménages, à un certain moment, arrêtent de s'endetter pour compenser la perte de pouvoir d'achat et les États arrêtent de s'endetter. Mais historiquement, quand on a tel niveau d'inflation, 7, 8, 9% en général, ça génère une récession. Oui, mais ça génère une récession historiquement chaque fois parce que la Banque centrale s'en est occupée. On n'a jamais vu une inflation... alors en France, on va aller à 7, c'est ce que nous dit l'INSEE cette semaine. Dans la zone euro, on va aller à 9 d'inflation, au moins. Et faire redescendre l'inflation de 9 à 2, historiquement, ça ne s'est passé qu'avec une très forte hausse des taux d'intérêt. Est-ce que l'inflation elle-même ne génère pas, encore une fois, de par ses effets récessifs sur la consommation, le pouvoir d'achat Pas forcément. Je veux dire, si les salaires sont parfaitement indexés, par exemple, il n'y a pas d'effet récessif. Alors, ce n'est pas le cas. Alors, il y a un travail extrêmement intéressant de la Banque des règlements internationaux à Bâle, qui vient d'être publié, et qui montre que plus il y a d'inflation, plus les mécanismes inflationnistes se développent. Donc, par exemple, quand il y a plus d'inflation, l'indexation des salaires au prix augmente. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Et quand il y a plus d'inflation, les entreprises passent plus facilement leurs coûts dans leurs prix. Donc l'inflation fabrique des mécanismes inflationnistes, ce qui est quand même assez inquiétant. Et à mon avis, c'est ce qu'on est en train de voir en Europe. Il y a beaucoup d'entreprises en Europe et en France en particulier qui sont en train de dire « je vais devoir monter mes salaires beaucoup plus que ce que je pensais, donc je suis obligé de monter mes prix pour pouvoir payer des salaires plus élevés ». Pardon ? Et là, on a la fameuse boucle. Et là, on a la fameuse boucle qu'on n'a pas encore vraiment en Europe, qu'on a complètement aux États-Unis. Et en Europe, on en avait qu'un petit peu. Et moi, je pense qu'elle vient, la boucle en Europe. Regardez les accords, tous les accords salariaux de branche qui se signent. IG Metall en Allemagne, par exemple, à 9% sur 1 an et demi. Et en France, dans la sécurité, dans la restauration, on est autour de 6%. Quoi. Donc on est en train d'aller dans cette économie qui est plus inflationniste, quoi, dans ces mécanismes. Parce que, évidemment, s'il y a 1 d'inflation, vous n'allez pas vous mettre en grève pour l'indexation des salaires. Quand il y a 5 ou 6 ou 7 d'inflation, vous allez vous mettre en grève pour l'indexation des salaires. Donc après, ça passe dans les coûts. Après ça passe dans les prix, ça passe dans les salaires, ça repasse dans les coûts. Et alors, on sait que dans une économie parfaitement indexée, où les salaires suivent les prix et les prix suivent les coûts salariaux, une hausse de 1 point du coût des importations, par exemple le pétrole, plus cher, aboutit à une inflation de 3 points en plus. On triple les chocs inflationnistes. Et pourquoi ? Parce que quand vous avez un choc inflationniste, il passe dans les prix, et les prix passent dans les salaires, et les salaires passent dans les prix des entreprises, qui repassent dans les salaires. Donc c'est le mécanisme multiplicateur. Donc c'est 3 fois. Et alors pour vous faire peur, David, les prix des importations de la zone euro sur 1 an ont augmenté de 28% en Europe. Et donc, c'est lié aussi à la baisse de l'euro ? La moitié, c'est l'euro, et l'autre moitié, c'est le pétrole et le gaz. Et donc, l'inflation potentielle européenne, si on va vers un mécanisme alors, vous voyez, s'il n'y a aucune indexation, ça fait 28% multiplié par la part des importations dans le PIB, disons 30%, donc ça vous fait 8% d'inflation. Ça y est où on en est. Et si vous avez une grosse indexation, si vous avez une parfaite indexation de tout, multiplié par 3, donc on serait à 24% d'inflation.
Hein. Si tout était parfaitement indexé sur tout. On n'a pas ça. Ça, c'est les années 80, quoi. C'est le début des années 80. Le pic d'inflation, c'est ce qu'on regarde tous, c'est ce que regardent les marchés. Oui. On arrive à se dire, voilà, on y est, aujourd'hui, enfin, on y est. Pas forcément, parce que si le prix du gaz naturel monte encore énormément... on est à combien, là on est à 100, ce matin, on est à un peu moins de 130 € le mégawattheure. C'est quand même 4 fois le prix d'avant la Covid. Voire plus, même. Et ça peut être plus haut, hein, on vient d'en parler. Il y a une vraie rareté du gaz qui arrive. Et puis, il n'y a pas que ça. N'oubliez pas que la Chine est en récession. Comme la Chine est en récession, les prix des métaux, par exemple, ont beaucoup baissé. La Chine consomme 56% des métaux du monde. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le coup. Non. Que le prix des métaux rebaisse. Oui, d'accord, mais la Chine, elle est en train de sortir de sa récession. Et quand elle va repartir, la demande de métaux en Chine, surtout qu'ils vont faire une relance par les infrastructures, etc., les prix des métaux vont commencer à remonter à leur tour. Donc, on est incapable de dater le pic. Oui, il y a un risque, si vous voulez, que les hausses de prix de matières premières ne soient pas terminées. C'est-à-dire qu'on ait encore un peu plus d'inflation importée à la fin de l'année. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que si les prix des matières premières se stabilisaient au niveau d'aujourd'hui, l'inflation de la zone euro monterait à peu près à 9% à la rentrée, en septembre, et l'inflation française à peu près à 7%. Pour se stabiliser à ce niveau-là, ou après... alors après, si les matières premières ne montent pas, ça redescend. Ça redescend vers quoi? Alors après, ça dépend de votre hypothèse sur les hausses de salaire en 2023. Si vous dites que les salaires vont augmenter de 5%, par exemple, en 2023... ce qui est assez conservateur, ça vous ferait une inflation 2023 à peu près à 4. 4, c'est pas 7 déjà. Oui, c'est moins, mais c'est pas 2 non plus. Et puis, après, si l'inflation est de 4 et que les salaires augmentent de 4 pour 2024, vous auriez une inflation 2024 à peu près à 3. Donc, on est au-dessus du 2 de la BCE. La BCE qui ne voit pas l'inflation. Non, la BCE ne voit pas l'inflation, mais si vous regardez sous 2% avant 2024 ou 2025. C'est 2,1 en 2024 dans la prévision de la BCE. Alors, si vous regardez le détail de la prévision de la BCE, c'est quand même extraordinaire parce que la BCE prévoit, effectivement, ils sont dans ce scénario très curieux où il n'y a pas de forte hausse des taux. Villeroy Gallo parle de 2% pour le niveau d'arrivée, et il n'y a pas de récession, et l'inflation est à 2% en 2024. Alors comment ils font ça? Il n'y a aucune accélération des salaires. Donc les salaires n'augmentent pas plus vite l'année prochaine que cette année. Donc il faut leur faire rencontrer des chefs d'entreprise, c'est les braves gens de la BCE, et une très grosse accélération des gains de productivité, qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. S'il n'y a pas plus de salaire et plus de productivité, évidemment, il n'y a plus d'inflation. Enfin, c'est complètement folklorique, il faut le dire honnêtement. Donc le 2 de la BCE n'est pas sérieux. Les deux seuls scénarios sérieux, à nouveau, c'est le scénario de certains de mes collègues parfaitement légitimes, qui est on va être en récession parce que perte de pouvoir d'achat, tension sur les finances publiques. Quand d'ailleurs, ça serait quand? En 2023. Et donc c'est cette récession qui tue l'inflation, et le mien plutôt, qui est ça ne va pas suffire, on va avoir plutôt une croissance lente qu'une récession, donc il va falloir que la BCE remette une couche et monte les taux. Et provoque la récession. Et provoque une récession. Alors ce n'est pas une récession gigantesque. Quand vous regardez le passé, pour ramener l'inflation à 2 en 2024, il faudrait que le taux de chômage, par exemple en Europe ou en France, monte à peu près de 2 points. Donc on est à 7,3, je crois, il faudrait aller à 9 en gros. Et donc il faudrait une année de croissance zéro. C'est acceptable comme de dire que pour tuer l'inflation, il faut près de 2 points de chômage en plus. C'est ce qu'on a fait des années 60 à 2010. Tous les 10 ans, en gros, on avait une année de croissance zéro. Et on tuait l'inflation, et puis ensuite ça recommençait pour 10 ans, et puis ensuite on refaisait une année de croissance zéro. Quand on dit qu'en 2000, par exemple... C'est pas une vraie récession. Non, en 1990 ou en 2000, ce qu'on a appelé récession, c'était une croissance nulle en gros. Alors on venait de taux de croissance beaucoup plus élevés. Au lieu d'avoir 3 ou 3,5, on avait 0 pendant un an. Et là, l'inflation disparaissait. Les moins 8 de la Covid ou des subprimes, c'est tout à fait particulier. En fait, ce qu'il faut, c'est une année à peu près en croissance nulle. Simplement, je pense que ça ne va pas se faire spontanément. Donc, il faut monter les taux certainement au-dessus de 2%. Ça vous inspire quoi à se quitter là-dessus, Patrick, sur le rebond des marchés boursiers, avec leur logique, justement, si ça atterrit, s'il y a récession, croissance zéro, donc il y aura moins d'inflation, et donc les banques centrales n'auront pas besoin d'en faire plus. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est passé de 5700 points sur le CAC 40 à 6100. Je pense que c'est très, 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 très hasardeux comme scénario, parce que d'abord, la politique monétaire a des effets sur la croissance au bout de 18 mois. Donc si on monte plus les taux d'intérêt, ça va freiner l'inflation de 2024. Donc la baisse des taux d'intérêt, quand ils rebaisseront, c'est plutôt la mi-2024 qu'avant. Ça met un peu de temps.
Donc les marchés sont beaucoup trop pressés de voir la baisse des taux. Il y en a qui la voient à la fin de cette année. C'est complètement déraisonnable, quoi. Donc c'est pas avant le début de 2024 au plus tôt. Donc c'est beaucoup trop. Donc ça va. Les taux d'intérêt, ils vont continuer à monter beaucoup plus longtemps que ce que disent les marchés financiers. Donc le marché se trompe alors aujourd'hui? Oui, là-dessus. Et puis il se trompe sur une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui en Europe, le taux d'intérêt réel à 10 ans est à 0. Quand on le calcule bien, avec l'inflation est anticipée à 10 ans, il est de 0. Et donc, tant que le taux d'intérêt réel est plus bas que la croissance, il n'y a aucune possibilité pour qu'on puisse avoir une baisse de l'inflation. Au contraire, aujourd'hui, les conditions financières de la zone euro poussent l'inflation à la hausse, avec des taux d'intérêt réels qui sont plus bas que la croissance. Donc les taux d'intérêt réels vont encore monter, c'est tout à fait clair, d'au moins 100 ou 150 points de base. Et une hausse des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire corrigée de l'inflation, ça veut dire une baisse de la valorisation des actions. Donc moi, je pense que le rebond des actions, il est quand même extrêmement dangereux, quoi. Dire, à nouveau, les gens sont toujours sur un scénario très optimiste où, avec quelques mois de hausse des taux, on contrôle complètement l'inflation et l'économie redémarre très vite. Mais non, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Et puis, si j'ai encore 10 secondes... Le bear market n'est pas terminé. On a Jean-Pierre Petit qui venait il y a quelques jours, des cahiers verts de l'économie, qui nous disait non, le bear market n'est pas terminé. Il y a encore, à mon avis, un repricing, comme on dit, des actions devant nous, avec la nouvelle marche sur les taux d'intérêt réels. Donc, et puis, deuxièmement, il ne faut pas oublier que les banques centrales vont avoir du mal à casser l'inflation, parce qu'il y a quand même pas mal de phénomènes. Il y a les prix des matières premières qui continuent à monter, ça on en a parlé, mais... les États soutiennent le pouvoir d'achat. Vous en parliez à l'instant avec Mathieu. Plus les États soutiennent le pouvoir d'achat, plus c'est difficile de faire baisser l'inflation, bien sûr. Donc si vous avez d'un côté la Banque centrale qui monte les taux, puis de l'autre les gouvernements qui mettent plein d'argent dans l'économie, ça se neutralise et l'inflation ne diminue pas, quoi. Il y a une vraie contradiction. Et puis troisièmement, il y a d'énormes difficultés de recrutement dans les entreprises, à des niveaux jamais vus. Il y a 2,5% en France d'emplois vacants. Donc même si l'économie ralentit, les entreprises vont continuer à créer des emplois pour remplir. On le voit d'ailleurs. Même dans le chiffre INSEE en termes de prévision, 260 000 créations de postes cette tant année. que vous avez ça, même si l'économie ralentit, le taux de chômage ne remonte pas. Et comme le taux de chômage ne remonte pas, l'inflation ne ralentit pas non plus. Donc ça va être extrêmement compliqué de casser l'inflation. Il y a plein de mécanismes de soutien de l'inflation. Mais on y arrivera d'une façon ou d'une autre. Mais on y arrivera en mettant du temps. Donc ça ne va pas aller si vite que ce que pensent les marchés. Et en montant les taux d'intérêt. Il faut que les taux d'intérêt réels soient au-dessus des taux de croissance. Il y a quand même un truc. Il y a un mécanisme basique de la macroéconomie qui malheureusement est vrai. C'est que pour que l'inflation diminue, il faut que le taux de chômage soit au-dessus du taux de chômage structurel. Taux de chômage structurel neutre, quoi. On pense qu'en Europe, le taux de chômage structurel, il est de l'ordre de 8,5%. Donc il faut que le taux de chômage Europe aille à 9, quoi, disons 9, comme je disais tout à l'heure. Or, on est juste au-dessus de 7. Donc il faut faire monter de 2 points le taux de chômage. Tant que vous n'avez pas fait monter de 2 points le taux de chômage, l'inflation, elle ne ralentit pas. Tant que le taux de chômage est en dessous de 8,5, l'inflation, elle accélère spontanément. Il faut comprendre ça. Juste, et on finit là-dessus, je reviens sur le CAC 40. À partir de quel niveau on se dit que c'est à la casse, que c'est bradé, que l'opportunité est dingue et qu'il faut y aller sur le CAC 40? J'ai regardé toutes les récessions du passé. Alors d'abord, le CAC remonte, enfin le CAC ou les autres indices, c'est pareil. Le CAC remonte... pas tellement longtemps avant qu'on ait touché le point bas des taux d'intérêt quand ils redescendent. Donc c'est dans longtemps. C'est dans longtemps. C'est quand, quand on approchera du point bas des taux d'intérêt dans la redescente des taux. On parle de quoi là? On parle de fin 2024. Donc le bear market va se poursuivre. Le bear market, il va durer 2 ans, quoi. Et deuxièmement, deuxième condition, il faut qu'il n'y ait plus de hausse des taux d'intérêt réels à long terme. Et là, on n'y est pas encore non plus. Il y en a encore pour probablement 6 mois au moins avant qu'on arrive à la stabilité. Mais bear market, on a déjà perdu 20% depuis le... Ah oui, mais on va perdre plus. On va perdre plus. Alors à nouveau, ça c'est la reproduction du passé. Il y a des choses assez nouvelles. Il y a une très bonne résistance des marges des entreprises. Ça va dans le bon sens. Mais à nouveau, regardez toutes les récessions du passé. Le redémarrage des indices boursiers, à part le Covid, qui est un truc très bizarre, mais hors Covid, le redémarrage des indices boursiers, c'est bien entamer la redescente des taux d'intérêt, quoi. Et donc c'est pas du tout, alors que les taux d'intérêt montent encore. C'est pas du tout l'histoire sur les 10 prochains mois. Non, c'est pas du tout l'histoire des marchés aujourd'hui. L'histoire des marchés aujourd'hui est complètement différente de ce qu'on a observé dans le passé. Bon voilà, merci de passer nous voir. Patrick Artus, donc invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.